Ce que disent essentiellement les détracteurs d'Israël, c'est que les États-Unis donnent de l'argent gratuitement à Israël et qu'Israël entraîne les États-Unis dans des guerres, partout dans le monde. C'est l'inverse. Les États-Unis financent Israël non pour qu'il joue les cow-boys, mais pour le contenir. Si nous devons financer nos propres achats, alors finançons nos propres achats. Mais profitons de cette occasion pour remodeler la coopération de manière plus mutuelle et plus bénéfique. Cela soutient aussi l'ancienne et la nouvelle doctrine de sécurité d'Israël. Je suis Daron Spielman, bienvenue à True East. Aujourd'hui, nous discutons d'une question majeure, la dépendance d'Israël à l'aide militaire américaine et si cela conduit Israël à l'échec. Pour répondre, je suis accompagné du docteur Raphaël Ben-Levi, l'un des meilleurs experts israéliens en sécurité nationale. Le docteur Ben-Levi est chercheur principal à l'Institut de recherche Misgov. Il est également directeur du programme Churchill de sécurité nationale à l'Institut Argomont, dont je suis diplômé. Docteur Ben-Levi, merci de vous joindre à nous. Merci Laron de m'avoir invité. C'est un plaisir. J'ai l'impression de parler au professeur dont j'ai appris pendant toutes ces années. Et en fait, cela nous amène directement au sujet principal. Parce que, Raphaël, t'as vraiment défendu pendant des années qu'Israël devrait ouvrir les yeux et comprendre à la fois les coûts et les avantages de la dépendance d'Israël à l'aide militaire étrangère des États-Unis. Et je veux te poser une question. Maintenant qu'en Israël, il y a des discussions sur ce qui se passe. Après le 7 octobre, à quel moment t'es-tu dit « D'accord, c'est fini ». C'est ça le problème avec la relation Israël-États-Unis. Si cela ne change pas... N'est-ce pas? Donc évidemment, je pense que c'est quelque chose que nous aurions pu prendre en compte depuis des années. Je ne suis pas le premier à bien le faire. L'idée qu'Israël dépend trop du modèle actuel, qui est le modèle des subventions. Les États-Unis lui donnent un peu d'argent, essentiellement sous forme de bons, puis Israël achète du matériel militaire aux fabricants américains. Et donc, personnellement, moi aussi, je peux vous citer un certain nombre de hauts responsables de la défense et des affaires étrangères israéliennes au fil des décennies qui ont souligné les inconvénients pour Israël. Dans le modèle actuel, la seule chose qui a vraiment changé au cours des 2 dernières années, c'est cela. Alors qu'auparavant, le nombre de personnes partageant cette opinion, à savoir qu'Israël devrait prendre l'initiative de changer ce cadre et d'arrêter d'accepter les subventions, c'était auparavant une voix relativement marginale. Disons que, tandis que la majorité, vous savez, rabaissait cette opinion et disait « Écoutez, il n'y a aucun moyen de changer cela. Nous sommes coincés. Nous avons besoin de cet argent. » La conversation a évolué jusqu'à une vraie discussion. Et il n'est plus du tout marginal de reconnaître et de suggérer que nous devons peut-être changer, que le moment est peut-être venu de revoir, de remodeler le cadre actuel de la défense, de la sécurité et de la coopération industrielle entre les pays. Et rien de tout cela ne signifie que nous voulons nous déconnecter des États-Unis. Aller chercher d'autres superpuissances comme la Russie ou la Chine pour nous soutenir, personne ne dit cela. L'idée, cependant, c'est que nous devons nous éloigner du cadre actuel qui est déjà un partenariat. Nous devons dire que oui, c'est déjà un partenariat. Les États-Unis tirent beaucoup d'avantages du cadre actuel, mais cela étant dit... La technologie... Oui, absolument. Et nous pouvons les passer en revue. Et la technologie est la preuve de leur système. Parce que nous utilisons leur système et fonctions de combat, toutes sortes d'informations que nous leur transmettons. Il y a beaucoup de partenariats, des éléments de partenariat, mais cela reste fondamentalement structuré comme les États-Unis accordant des subventions et fournissant des ressources à Israël. On ne peut pas y échapper. Et donc, au minimum, encore une fois. Donc, ce que je pense aujourd'hui, c'est que cela est devenu clair pour beaucoup plus de personnes au sein de la sécurité, de l'establishment et de la direction d'Israël, que nous devons nous éloigner de ce modèle et aller davantage vers le renforcement des éléments de partenariat qui sont bien plus réciproques. Et donc, nous avons différentes idées sur la façon de faire cela, mais je pense que c'est vraiment ce qui a changé. Évidemment, la question spécifique qui a peut-être marqué beaucoup de gens au cours de la guerre, ce sont les menaces de l'administration Biden et la mise en œuvre de l'administration Biden. Ne pas réapprovisionner Israël, en particulier en munitions, parce que c'est ce type d'équipement dont nous avons besoin.
afin au quotidien ou de semaine en semaine de poursuivre les opérations, notamment à Gaza à ce moment-là. Et donc, je pense que cela a vraiment mis en évidence la dépendance excessive du modèle actuel. Et vous savez, il y a beaucoup d'autres éléments que nous pourrions peut-être développer aussi. Vous savez, c'est une chose. Je pense que c'est pareil pour moi, comme pour beaucoup d'autres personnes. Je crois qu'il faut d'abord clarifier certains points à un niveau très simple. Les détracteurs d'Israël affirment surtout que les États-Unis offrent de l'argent à Israël et que ce dernier implique les États-Unis dans des guerres mondiales. C'est ce que disent Tucker Carlson, le mouvement Make America Great Again et certains à droite, qui ne représentent pas tous. Si vous attaquez Israël aujourd'hui, on dit qu'Israël pousse les États-Unis dans des zones contraires à leurs intérêts et que les États-Unis le financent. Pour essentiellement jouer au cow-boy au Moyen-Orient, j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs ce que les États-Unis donnent réellement à Israël. Est-ce qu'ils nous donnent de l'argent liquide? Est-ce que c'est une sorte d'allocation? Sommes-nous des schnorrers, comme beaucoup de gens le disent? Vous savez, est-ce qu'on fait un peu la quête pour avoir de l'argent à dépenser pour nous-mêmes? En réalité, depuis la mise en place du modèle de subvention actuel au milieu des années 1970, la dynamique est tout l'inverse. Ce n'est pas les États-Unis qui financent Israël pour qu'ils jouent les cow-boys, mais plutôt pour maîtriser Israël, justement. Depuis la guerre du Kippour et l'institutionnalisation du cadre actuel, il s'agit essentiellement de payer Israël ou de soutenir Israël avec plus de ressources afin de faciliter cela. Céder un territoire stratégique dans le contexte de la terre contre la paix, c'est en réalité la terre contre l'aide, d'une certaine manière parce que la paix n'a jamais eu lieu, mais d'une certaine façon, c'était, vous savez, Israël. Arrêtez de prendre des initiatives, d'accord? Réprimez vos actions et votre tendance à être proactif, à anticiper et à adopter une posture plus offensivement stratégique envers vos ennemis. Retenez-vous et retirez-vous de ces zones tampons que vous avez établies et en échange de cela, nous vous aiderons aussi à renforcer votre sécurité en vous donnant plus de ressources et de meilleurs avions et de meilleures technologies en même temps. C'est aussi pour équilibrer les technologies et les plateformes que les États-Unis voulaient vendre aux partenaires arabes ou aux États de la région. Et afin de garder Israël légèrement en avance pour gérer l'équilibre des pouvoirs, les États-Unis savaient que renforcer les États arabes dans les années 1970 avait des enjeux. Dans les années 1980, l'Arabie saoudite et la région étaient différentes, renforçant davantage les États arabes et leurs capacités. Alors il y avait un danger qu'ils déclenchent une autre guerre avec Israël. Donc, afin de maintenir cet équilibre des pouvoirs, ils allaient aussi donner à Israël les ressources nécessaires pour préserver son équilibre. Un cran au-dessus des États arabes, mais en réalité, il s'agit surtout de payer Israël pour qu'il se retienne. Pour ne pas jouer les cow-boys, n'est-ce pas? C'est peut-être le premier point. Donc le deuxième point, pour répondre à votre question, c'est quel est le cadre actuel? Comment ça fonctionne? Donc, essentiellement, le financement militaire étranger est de l'argent donné à Israël à condition qu'il le dépense aux États-Unis. Autrement dit, en achetant du matériel militaire aux fabricants américains, n'est-ce pas? Évidemment, les partisans du cadre actuel rappellent, à juste titre, qu'il s'agit surtout de subventions du gouvernement américain à l'industrie de la défense américaine. Puis, ils remettront l'équipement à Israël. Pourquoi donner l'argent en premier lieu? Parce qu'Israël peut choisir sur quoi il dépense l'argent, quelles sont ses priorités. Dans une conversation en coordination avec l'administration, avec le Congrès, mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est essentiellement comme des coupons. Il s'agit de financer Israël, mais pas simplement en lui versant de l'argent liquide. Historiquement, il y avait un aspect de cela. Environ un quart de cette somme pouvait être convertie en shekels afin d'acheter du matériel auprès de fabricants israéliens. Et selon le protocole d'accord actuel qui a été signé en 2016, Mémorandum d'entente? oui, c'est le type d'accord entre les branches exécutives qui définit les paramètres de cette aide. SMDE a évoqué un retrait progressif, la fin ou la suppression progressive de ce quart du montant qui était autorisé à être transféré en shekels. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est essentiellement zéro et tout l'argent est dépensé pour acheter du matériel fabriqué aux États-Unis. C'est le cadre de base, non? C'est ainsi que ça fonctionne.
De nombreux aspects de la coopération en défense et en industrie entre les pays existent sans forcément en faire partie. Mais avant d'entrer dans les détails à ce sujet, je devrais aussi le mentionner. Une partie des 38 milliards par an ou 38 milliards sur une période de 10 ans, un demi-milliard est accordée ou spécifiquement pour la défense antimissile balistique aérienne, et c'est un modèle séparé parce que c'est cela. Ce ne sont pas seulement les Américains qui donnent de l'argent à Israël pour acheter auprès de fabricants américains, mais cela est financé afin de coproduire et de co-développer la défense antimissile balistique. C'est le début de ce type de modèle de partenariat où il ne s'agit pas simplement d'un bon cadeau ici. Prenez cet argent, dépensez-le chez Macy's aux États-Unis et vous obtiendrez des emplois américains. Il s'agit de recherche et production conjointe. Oui, et propriété partagée de la propriété intellectuelle, après qu'il ait été développé principalement par Israël. Donc oui, cet aspect-là est déjà un modèle différent en soi par rapport à la majorité de l'argent du financement militaire étranger, n'est-ce pas? Mais même cela, donc, c'est évidemment la direction ou en quelque sorte le type de modèle que nous devrions examiner. Mais il existe aussi d'autres moyens de renforcer les éléments de partenariat dans le cadre global. Revenons là où tout a commencé. Ramène-nous dans le passé. D'où vient l'idée? Encore une fois, les gens pensent que la fondation de l'État d'Israël repose sur l'aide militaire américaine parce qu'ils n'ont pas lu l'histoire ou bien on leur a vendu un récit qui n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je ne crois pas que l'aide militaire américaine ait joué un rôle au début de l'État d'Israël, ni pendant la guerre des 6 jours. Corrige-moi si je me trompe. Quand les États-Unis ont-ils commencé à fournir une aide et un soutien militaire à Israël? Et pourquoi? N'est-ce pas? Donc bien sûr, oui, tu as raison. Pendant la fondation, pendant la guerre d'indépendance, les États-Unis ne donnaient pas un centime ni d'aide ni d'équipement. En fait, il y avait un embargo militaire imposé par les États-Unis. N'est-ce pas? Un embargo existait quand les Juifs chargeaient illégalement des armes sur des navires aux États-Unis, puis les expédiaient depuis Cuba ou ailleurs pour tenter de les obtenir. Oui, Mais l'Amérique n'était en aucun cas le principal fournisseur d'armes d'Israël. Pendant la guerre d'indépendance, les Juifs avaient conclu des accords avec la Tchécoslovaquie avec l'approbation de Staline pendant une période très courte mais cruciale durant la guerre d'indépendance. Cela nous a donné nos premiers avions ainsi que de grandes quantités d'autres équipements militaires essentiels pour combattre et remporter la guerre d'indépendance. Les États-Unis soutenaient Israël politiquement. Bien sûr, Truman a reconnu Israël et il y avait certains éléments de soutien économique, mais il n'y avait aucune coopération militaire stratégique et certainement pas d'aide. donc Staline l'a donné, donc en gros, Staline a approuvé les premières armes pour Israël pendant la fondation de l'État d'Israël. Les États-Unis ont soutenu politiquement, mais surtout imposé un embargo sur les armes à Israël. C'est très important. Aussi des armes qu'Israël a réussi à faire entrer en contrebande sous le mandat britannique ces dernières années. Et donc, c'est avec cela qu'Israël a été fondé, parce que très rapidement après, même à la fin de la guerre d'indépendance, une fois que Staline s'est rendu compte qu'Israël n'allait pas être pro-soviétique, mais plutôt pro-occidental, il a très rapidement coupé les liens et s'est mis à soutenir les États arabes autour d'Israël. Et c'était l'un des aspects clés de la relation de l'Union soviétique dans ce contexte. Dans l'histoire du conflit israélo-arabe, les Soviétiques ont soutenu les États arabes et surtout l'Organisation de libération de la Palestine. Yasser Arafat, et il y avait une collaboration très très étroite entre le mouvement palestinien, le terrorisme palestinien et les Soviétiques ainsi que le KGB. Donc tout cela a été en quelque sorte mis de côté. Pendant la guerre. Comme nous le savons, presque toutes les armes auxquelles nous avons été confrontés avec le Hamas et le Hezbollah étaient des armes fabriquées en Russie, n'est-ce pas? Le Galachnikov et tant de mines terrestres. Tout le reste jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? D'accord, donc très rapidement. Après cela, cependant, nous n'avons toujours pas commencé à obtenir des armes américaines, mais plutôt des armes françaises. Dans les années 1950-1960, principal fournisseur d'armes d'Israël, en dehors de sa propre industrie militaire indépendante, qui a très rapidement commencé à se développer, tant pour les chars que pour les armes légères et d'autres technologies. Bien sûr, elle a lancé son programme nucléaire à la fois avec des scientifiques israéliens et des scientifiques juifs, mais aussi avec le soutien des Français, et ce sont les Français qui l'ont fait. Parce que pendant les années 1950, elle avait des ennemis communs,
n'est-ce pas? Parce qu'elle voyait le nazarisme, le panarabisme également transmis en Algérie, n'est-ce pas? Puisqu'elle était en guerre avec ce même bloc, essentiellement. Et donc la France avait une raison, sous De Gaulle, de soutenir Israël contre leurs ennemis communs, principalement l'Égypte, n'est-ce pas? Et donc elle a vendu à Israël ses premiers avions de combat, ses plus grandes plateformes de combat, des avions de chasse à réaction. Oui, et c'est ce qu'Israël a utilisé en 1956. La campagne de Suez ainsi que la guerre des 6 jours en 1967. Le premier revirement des Américains a commencé au milieu des années 1960 lorsqu'ils ont accepté de vendre des missiles à Israël, mais le vrai tournant est arrivé après 1967 car la France a essentiellement boycotté Israël. Au début de la guerre, Israël s'est battu avec ce qu'il avait, mais ensuite, immédiatement après, la France, dont les intérêts avaient changé, s'est également tournée vers le soutien du camp arabe. Ce n'est qu'entre 1967 et 1973, pendant la guerre d'usure, et surtout après 1973 que les États-Unis, à la fois en raison de la victoire d'Israël en 1967, encore une fois, à cause de sa doctrine de la préemption et de son droit à conquérir des territoires. C'est ce qui a fait d'Israël une force à considérer. Les États-Unis ont reconnu Israël comme un atout, comme quelqu'un qu'ils devaient soutenir et avec qui ils devaient collaborer. Cela pouvait servir ses intérêts dans le contexte plus large de la guerre froide. C'est donc à ce moment-là que tout a vraiment commencé, en permettant à Israël d'obtenir ses premiers escadrons de chasseurs à réaction et d'autres technologies diverses. C'est à partir de là que tout a vraiment commencé. Et au début, pourtant, en 1969-1970, c'était encore le cas. Israël l'achetait au prix fort, avec des conditions de prêt favorables et des garanties de prêt accordées par l'administration, mais Israël payait pour cela. Nous l'achetions car ils offraient de bonnes conditions de financement. Exactement. Et ce n'est qu'après la guerre du Kippour, dans le contexte de Nixon, Kissinger et leur diplomatie, et leur tentative de faire sortir l'Égypte du camp soviétique pour l'amener dans le camp américain. Et cela les a également amenés à vouloir qu'Israël quitte le Sinaï, le désert du Sinaï, et le rende à l'Égypte. Ensuite, l'accord, c'est à ce moment-là que le cadre actuel a en quelque sorte émergé, ou d'accord. On demande à Israël de faire certains sacrifices sur sa sécurité, sur le territoire qu'il occupait, et qu'il avait de très bonnes raisons de vouloir continuer à conserver. Les États-Unis voulaient également commencer à financer et à approvisionner l'Égypte parce qu'ils voulaient l'amener dans leur camp. Donc, l'idée était qu'Israël ferait des compromis, mais qu'il recevrait aussi de l'aide et de l'assistance. Surtout à l'époque, Israël était encore en grande difficulté économique. C'était un endroit totalement différent par rapport à aujourd'hui et il avait grandement besoin de ce financement et de ces ressources. L'accord prévoyait que les États-Unis lui versent des subventions au lieu de prêts, afin de renforcer sa propre armée et ensuite permettre toute cette réorganisation du triangle stratégique entre Israël, l'Égypte, les États-Unis et l'Union soviétique. Donc, on demande à Israël de céder le Sinaï, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est une zone tampon entre nous et ce qui était à l'époque notre plus grand ennemi, ce qui signifie que c'était absolument crucial pour notre petit pays. Donc, nous cédons le Sinaï, l'Égypte ne cède rien, ils récupèrent le Sinaï et ils reçoivent aussi une aide militaire, tout comme Israël reçoit une aide militaire. Tu dis donc que ça lance le processus de recevoir de l'argent et céder du territoire. Oui. Aujourd'hui, depuis que nous avons la paix avec l'Égypte, la soi-disant paix avec l'Égypte, même si on pourrait en parler pendant tout un podcast, la plupart des gens aujourd'hui considèrent-ils que c'était une bonne affaire, que nous avons fait cela? Eh bien, je veux dire, en regardant en arrière sur l'accord de paix avec l'Égypte dans l'ensemble, même si c'était assez controversé à l'époque, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les gens disent, eh bien, regardez, il a tenu, n'est-ce pas? Et il a duré plus de 40 ans. Et à l'époque, cela a retiré la principale menace militaire d'Israël du cercle de la belligérance active, n'est-ce pas? C'est difficile de parler de paix. Ce n'est pas réel, ce n'est en aucun cas une paix chaleureuse, mais ça a plus ou moins tenu. Encore une fois, nous n'avons pas juste quitté le Sinaï. Une partie de l'accord concerne la démilitarisation du Sinaï qui aujourd'hui doit être appliquée. Expliquez cela un instant, s'il vous plaît. Eh bien, une partie de l'accord était qu'Israël s'en retirerait, mais que le Sinaï servirait de zone tampon. L'Égypte, ayant accepté la démilitarisation, ne pouvait ni installer ni renforcer de bases ou forces militaires dans le Sinaï. Avec le temps, cela a, en quelque sorte,
C'est érodé en partie souvent avec la permission d'Israël, notamment pour lutter contre Daesh dans le désert du Sinaï et pour d'autres raisons, mais bien plus que ce que je pense être nécessaire et bien plus que ce qui est actuellement requis. Et je pense qu'il y a de bonnes raisons d'insister pour que cela soit renforcé, n'est-ce pas? Avec du recul, je comprends pourquoi. C'était sans doute une mauvaise idée. Nous n'avions pas à autant abandonner. Autant que nous l'avons fait, nous n'avions pas à céder tout le territoire, mais cela aurait été difficile. L'argument le plus difficile à défendre, l'argument le plus facile à défendre, c'est de dire, regardez, c'était un sacrifice, mais il était raisonnable. Nous n'avions pas besoin de tout le territoire. Et tant que c'était démilitarisé, cela valait l'objectif de sortir l'Égypte du cercle de la belligérance. Et obtenir l'argent? Oui, et bien sûr accumuler les ressources. Combien d'argent pour Israël à l'époque? Nous étions alors bien plus petits. Oui. Je suis désolé, je ne sais pas. Pourcentage du produit intérieur brut à peu près? Donc on parle de plus de 10, entre 10 et 20% du produit intérieur brut d'Israël. La valeur de l'aide à l'époque, dans les années 1970. Et donc, oui, cela a vraiment renforcé la puissance d'Israël, sa force aérienne, et en termes de ressources concrètes, n'est-ce pas? Mais cela ne s'est pas arrêté là. Concernant l'Égypte, j'ai dit que c'était un cas assez simple pour admettre que l'accord n'était peut-être pas si mauvais. Il y a deux autres périodes où l'aide a été considérablement augmentée, et l'une d'elles, c'est, je saute un peu aux années 1990. On pourrait évoquer les années 1980 et le programme de prélèvement, mais je ne crois pas qu'il y ait un argument solide à ce sujet. C'est un grand événement historique. Juste un mot. Le projet Lévi était... Pour qu'Israël développe son propre avion de chasse, ce qui a été fait principalement grâce à un fournisseur de moteurs américain. Comme pour les moteurs à réaction, il ne concevait pas son propre moteur, seulement le reste de l'avion. Il était principalement financé par les fonds américains, et à un moment, la décision d'y mettre fin a été prise sous pression des États-Unis. La décision a été prise d'abandonner le projet et de ne pas poursuivre le développement de son propre chasseur à réaction indigène. Cela a été controversé car à l'époque, il semblait que les Américains forçaient Israël à ne pas être indépendant ni à avoir son propre chasseur à réaction. Et encore une fois, il y avait un élément de cela. D'un autre côté, tout le projet reposait dès le départ sur un financement américain. Donc, ce n'est pas comme si Israël avait simplement lancé son propre chasseur à réaction. Les Américains ont refusé, disant qu'on ne pouvait pas faire cela. Nous utilisions alors leurs ressources, mais une raison économique a finalement conduit à l'arrêt. C'était du côté d'Israël et sous la pression des États-Unis, et cela a été arrêté. Donc, encore une fois, à l'époque, c'était controversé et il y avait des arguments à avancer, mais je pense que c'est encore le cas. L'argument principal est que nous n'agissions pas de façon indépendante au début, donc je ne pense pas que ce soit si important. Ce que je pense le plus important, c'est en 1999, d'accord, Ehud Barak est premier ministre d'Israël. Et cela se passait au milieu des accords d'Oslo. Nous sommes déjà dans la vague de terreur d'Oslo. Mais Arafat... En fait, des gens mouraient dans des bus partout. Et Arafat continue de jouer à ce jeu. Qu'il est celui qui veut la paix et que c'est le Hamas et tous ces autres terroristes, tu sais, qu'ils n'arrivent pas à contrôler, tu vois. Et Barak dit, écoute, maintenant j'ai environ 1 an. D'ici 10 mois, je vais à la fois signer un accord de paix avec la Syrie et me retirer du Liban afin d'obtenir un accord de paix avec la Syrie. Et je vais faire une offre finale et nous allons obtenir la fin du conflit, traité avec Arafat. D'accord, et il va voir Bill Clinton et lui dit « Écoute, je veux faire ça. La paix sera géniale, mais nous prenons de gros risques pour l'obtenir. Et j'ai besoin que tu augmentes l'aide d'environ 400. Je veux dire, augmente-la, multiplie-la par 4, d'accord, et engage-toi à le faire. En quelque sorte, comme un plan sur 10 ans, c'était un protocole d'accord qui devait esquisser un plan sur 10 ans pour quadrupler de façon significative le montant de l'aide. C'est irréel, comme augmenter la dose du médicament. Nous prendrons ces décisions et convaincrons le public israélien. Peut-être que c'est encore une grande épreuve. À chaque étape du chemin, je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'un président américain forçant Israël à accepter cet accord. Non, c'est Barak. Oui, c'est Barak. Barak, exerçant une pression et séduisant le public israélien, facilitant l'incitation du peuple israélien. Et bien sûr, Clinton et les Américains qui accompagnaient cela et facilitaient aussi cela de leur côté. Je pense qu'il faut juste clarifier la dynamique.
Je blâme autant le Premier ministre d'Israël que les États-Unis, ainsi que ceux qui suivent la politique d'Israël. Mais c'est une incitation, et c'est une incitation très importante. Et à l'époque, c'était l'idée de Barak. Oh, nous devons nous renforcer en obtenant plus de ressources, plus d'avions et plus de tout l'équipement et la technologie. Mais cela va me permettre de mettre en œuvre la stratégie qui m'intéresse, à savoir faire des concessions très importantes à Arafat, et aussi envers la Syrie, en quittant la zone tampon dans le sud du Liban, ce qui, lorsqu'il a été repoussé par Assad et qu'il n'y avait pas d'accord de paix à conclure avec la Syrie, eh bien, il a quitté la zone tampon unilatéralement de toute façon. N'est-ce pas? Nous sommes partis quand même. Mais c'était essentiellement sa proposition à Clinton et c'est ce que Clinton a accepté. Et c'est pourquoi ils ont signé un nouveau protocole d'accord qui a considérablement augmenté l'aide. Était-ce le premier protocole d'accord? Techniquement, Non, un protocole d'accord, c'est simplement n'importe quel bout de papier entre les gouvernements qui peut être appelé un protocole d'accord. Le premier protocole d'accord que je connais remonte à 1982, signé entre Begin et l'administration Reagan pour la coopération stratégique. Mais ce n'était pas un engagement pour un montant précis de subventions financement militaire étranger, alors que celui-ci l'était. C'était essentiellement le cas à l'époque. Jusqu'alors, chaque fois que le Congrès des États-Unis mettait en œuvre son budget, il fallait alors entamer de nouvelles négociations. Combien de subventions et de financements pour Israël? Et c'était une façon à la fois de verrouiller cela et de donner à Israël une perspective sur 10 ans pour savoir à quoi s'attendre. Cela évitait de nombreux marchandages et négociations constants, ce qui était avantageux pour tous. C'était une demande importante de Barak. Et cela nous a également poussé davantage dans ce modèle où Israël acceptait de faire preuve de retenue et de faire des concessions de l'autre côté. Et les États-Unis développaient ses capacités, développaient sa technologie et l'étendaient en termes absolus, notamment en ce qui concerne le nombre d'avions qu'elle possède. En quelque sorte en échange ou pour lui permettre de faire ses concessions et aussi pour qu'elle se sente en sécurité. Bien sûr, c'était un faux sentiment de sécurité, non, mais c'était ça, l'équation, encore une fois. 2007, OLMERT, d'accord, et je comprends le contexte, n'est-ce pas? Israël avait maintenant quitté Gaza 2 ans plus tôt, et le Hamas venait de prendre le contrôle de Gaza à la place de l'autorité palestinienne. Et c'est la deuxième administration Bush. Carnel Diesel. Reis veut qu'Olmert vienne à Annapolis et organise cette grande conférence avec tous les États de la région pour parvenir enfin à une résolution définitive du conflit. Et d'importantes concessions à Abbas et Olmert est prêt à faire des concessions très significatives, mais il refuse de le faire lors d'une grande conférence internationale, préférant avoir des négociations directes. Participer à une grande conférence accentue toujours la pression sur Israël pour céder, non. Cela permet aux autres États de faire pression sur Israël en disant « Regardez, c'est vous l'obstacle à la paix ». je veux juste préciser ici que Olmert, à cette époque, il avait promis au public israélien que le Hamas ne prendrait pas le contrôle de Gaza, n'est-ce pas? Olmert s'est pleinement engagé. Ensuite, le Hamas contrôle Gaza. Je ne sais pas si les procès pour corruption étaient déjà en préparation à ce moment-là, mais nous sommes après la deuxième guerre du Liban. N'est-ce pas? Et pas seulement ça, nous sommes précisément après la publication du rapport de la commission qui enquête sur les échecs de la deuxième guerre du Liban. D'accord. Ce qui a également exercé une pression politique importante sur Olmert. Olmert était à un moment très difficile. On l'a blâmé, n'est-ce pas? On a blâmé le rapport. Le vainqueur s'en est emparé. Il était très critique envers Olmert et son gouvernement, ce qui s'est produit juste 1 an auparavant. Donc, il a le rapport de la commission Winograd et il a le Hamas qui prend le contrôle de Gaza et maintenant, il veut aller faire d'importantes concessions à Arafat. Alors, pourquoi le laisse-t-il faire? Alors, lui, Bush, Rice et le reste de l'équipe prennent une décision. Nous allons tout de suite annoncer que nous sommes d'accord pour signer un nouveau protocole d'accord afin d'augmenter l'aide. Encore une fois, que nous donnons. Et cela soutient la position d'Olmert et lui donne en quelque sorte le crédit nécessaire pour poursuivre avec Annapolis et faire ces concessions très importantes. Et donc, encore une fois, c'est ainsi que nous avons obtenu le protocole d'accord jusqu'aux années 2000. Incroyable, c'est comme se cacher à découvert. Je veux dire, impossible. Je veux dire, d'une certaine manière, oui, je suppose.
J'ai dû faire mes propres recherches dans leurs différentes autobiographies et rassembler, découvrir certaines de ces informations. Tout cela n'est pas mentionné dans le protocole d'accord, n'est-ce pas? Israël accepte néanmoins de faire preuve de retenue et de faire des concessions à ses ennemis. Mais il y a toujours un contexte politique derrière la décision de l'avoir et d'accorder une aide. Même si, bien sûr, les États-Unis en retirent des avantages financiers, cela reste une décision des États-Unis qui choisissent d'accorder à Israël tout un tas de subventions. Il y aura donc toujours une dimension politique et des décisions seront prises. Et de cette manière, je pense que l'aide a en quelque sorte induit, facilité et accompagné celle d'Israël. Ou les principaux éléments, selon moi, de la conceptia, c'est-à-dire de la conception stratégique défaillante d'Israël, qui a abouti à la guerre actuelle. L'un d'eux est, disons, la perte de son indépendance dans la fabrication de ses propres munitions, n'est-ce pas? Parce que c'est à la même époque, dans les années 2000, qu'Israël, au lieu de maintenir sa propre doctrine, d'avoir ses propres fabricants, au moins pour ses propres bombes, n'est-ce pas? Au lieu de cela, ils sont simplement devenus plus à l'aise. On a tout cet argent maintenant, non? Avec toutes ces ressources, achetons juste des J. DAMS prêts à l'emploi aux États-Unis. Tu le vois dans les listes, non? C'est le moment où Israël en a un, ou des milliers, et encore des dizaines de milliers, d'autres milliers. Ça augmente considérablement. Et c'est au même moment qu'Israël commence à puiser et à permettre à ses propres productions, ses propres chaînes passent au second plan et cessent de produire. Donc, en gros, est-ce que l'industrie manufacturière israélienne, l'industrie militaire interne pour les bombes, les balles, les armes, à ce stade, elles sont en quelque sorte en train de pourrir sur place? Je ne le dirais pas aussi radicalement. Israël n'a pas abandonné toutes ses capacités, mais le ministère de la Défense exige de maintenir un certain niveau de production. Et Tsahal doit en quelque sorte leur passer commande pour le justifier économiquement. C'est ce que j'ai découvert en enquêtant là-dessus. Le bureau du contrôleur d'Israël publie des rapports critiquant le ministère de la Défense pour ne pas respecter la directive sur le maintien des lignes de production. Cela n'existe pas et ils le répètent en 2012 puis en 2014. C'est allé jusqu'à la sécurité nationale? Oui, en contradiction avec les propres directives du ministère de la Défense. Avoir sa propre capacité de production indépendante jusqu'à un certain niveau, dans une certaine mesure. Et encore une fois, il n'est pas écrit dans le protocole d'accord qu'Israël peut fabriquer ses propres munitions. Il le peut, n'est-ce pas? Mais la dynamique est telle qu'il est plus confortable d'acheter simplement avec l'argent de l'aide. Quand on reçoit une aide financière, on veut tout utiliser, il y a une dynamique. Vous êtes en tant que officier d'état-major au quartier général de l'armée de l'air israélienne, vous devez décider comment je vais gérer mon budget, n'est-ce pas? Je vais payer des choses en shekels ou je vais payer des choses et m'assurer d'utiliser ce que vous m'avez donné. Quel que soit le montant de l'aide que nous avons, qu'est-ce que je vais acheter? Et donc, il y a toujours une sorte de légère pression pour externaliser et acheter plus américain, et c'était un peu la dynamique. Voici une autre façon dont cela est intervenu. La conception stratégique ratée vient du fait qu'une partie de cette conception repose sur l'idée que, oui, nous allons nous retirer de certains territoires, mais nous utiliserons des capacités de haute technologie, à la fois défensives, pour nous protéger. C'était le cas à la fois dans le sud du Liban et vers Gaza, n'est-ce pas? Donc, nous avons construit des clôtures et nous comptons aussi sur des armes de précision à longue portée pour frapper le Hamas ici et là lors de nos cycles de combat. Donc, c'est la petite armée intelligente, oui. Petite et intelligente, mais pas bon marché, n'est-ce pas? Mais très coûteuse. Très coûteuse. Mais concrètement, qu'est-ce qu'Israël sur le terrain? Est-ce que cela signifie que nous libérons des divisions et que nous retirons en quelque sorte des divisions et des chars? Qu'est-ce qui se passe à cause de cela, concrètement? Oui, nous sommes bien Israël. Entre la fin des années 1990 et les années 2010, Israël a fortement réduit son ordre de bataille, le nombre de chars et de divisions dans ses forces terrestres. On comprend qu'Israël n'a pas besoin de conquérir de territoire, donc ses forces ne lui seront pas utiles. On peut presque tout résoudre grâce aux renseignements, à des mesures défensives, à l'armée de l'air et à des munitions guidées permettant de localiser précisément les terroristes ou leurs cibles. Et bien sûr, le dôme de fer, n'est-ce pas? Et le dôme de fer
avec tous les effets positifs considérables de la capacité à protéger la population civile contre les tirs de roquettes indiscriminés. Cela nous a aussi rendus complaisants, laissant l'armée terroriste se développer tout près, ce qui en fait partie. Cela faisait partie de mesures défensives très coûteuses, financées par les États-Unis. Les États-Unis étaient les principaux financeurs, ce qui a permis à Israël de rester inactif sans prendre de décisions plus notables, pour ramener le conflit à une décision claire ou pour insister sur le fait que le Hamas ne continuera pas à diriger Gaza. La même chose avec le Hezbollah, n'est-ce pas? La Seconde Guerre du Liban en est le meilleur exemple. Israël a lancé une brève manœuvre terrestre improvisée, sans réelle préparation. Ce n'était sûrement pas pour contrôler le territoire, n'est-ce pas? C'était principalement la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Nous allons mener la guerre en utilisant la force aérienne, des armes à distance et le renseignement, n'est-ce pas? Mais à la fin de la journée, aussi impressionnant que soit, le dôme de fer, l'autre camp, a été capable de fabriquer des roquettes plus rapidement que nous ne pouvons forcément les intercepter dans les airs. Même si nous suivons le rythme, c'est nous qui payons et la facture est bien plus lourde pour nous. C'est comme tirer sur un clou dans le ciel avec un diamant, non? Une partie de cette équation est d'avoir ces ressources supplémentaires pour mettre en œuvre cette stratégie. Ce qui, au final, je pense que c'est clair aujourd'hui, nous a explosé au visage. Le 7 octobre, si je comprends bien, sur les 20 dernières années, Israël ne fait pas que des concessions territoriales contre de l'argent. L'idée, c'est qu'on vous donne de l'argent, ça va renforcer votre industrie de la sécurité, pas votre industrie tout court. On va vous fournir d'excellents dispositifs de sécurité, des applications à développer pour que vous puissiez tenir ces ennemis à distance, même si vous avez abandonné la zone tampon territoriale. C'est essentiellement l'idée, et en même temps, des officiers militaires israéliens sont envoyés à Harvard, sont envoyés dans des camps militaires américains. Et qu'est-ce qu'ils apprennent là-bas? Qu'est-ce que les États-Unis... Si, Ben Gourion, et j'ai appris cela de toi. C'était à propos de ce genre d'armée très rapide et décisive qui prend l'initiative en territoire ennemi. Qu'est-ce qu'ils apprennent à Harvard? Est-ce que tout est lié? Raphaël, genre conceptuellement. Oui, je le pense vraiment. De plus que l'idée qu'il n'y aurait plus de grande guerre terrestre n'était pas seulement israélienne. C'était des idées qui étaient discutées dans les universités académiques et de défense nationale en Europe, aux États-Unis. Et évidemment, il y avait une sorte de dynamique de renforcement mutuel entre les hauts gradés de Tsahal qui étudiaient cela et leurs interlocuteurs en Europe et aux États-Unis. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose, qu'il y a du vrai là-dedans. Et il y a encore cette idée que s'il n'y a plus de guerre terrestre, alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste un renseignement renforcé et des capacités technologiques avancées. Des missiles guidés de précision? Israël a pris conscience de cette réalité le 7 octobre, en partie à cause de ces éléments, mais aussi d'autres facteurs. Nous avons sous-estimé nos ennemis et bien d'autres choses, et Israël n'a pas pu relever ce défi immédiatement. Nous avons été submergés et savons désormais que les guerres terrestres sont réelles. Nous avons mené une guerre terrestre à Gaza contre le Hezbollah, nous sommes en Syrie. Nous n'avons pas mené de guerre terrestre totale en Syrie, mais nous y sommes actuellement. Nous avons agi à plusieurs reprises. Les États-Unis et les Rouges aussi? Ont-ils aussi pris conscience du fait qu'ils pourraient eux aussi finir par mener une guerre terrestre, ou sommes-nous seuls à comprendre cela? Je ne pense pas que cela semble être leur principale menace, du moins d'après ce que voit leur planificateur militaire. Face aux menaces mondiales, on s'interroge sur les guerres que les États-Unis pourraient mener. Cela pourrait servir à briser un blocus contre Taïwan ou à soutenir d'autres Européens dans une guerre terrestre. Bien sûr, je pense que les États-Unis, en particulier l'administration Trump, comprennent la nécessité d'avoir une grande armée dans les différentes branches. Ce qui est nouveau, n'est-ce pas? C'est un changement? Je veux dire, c'est en quelque sorte un retour. Mais je pense que le concept principal pour l'administration Trump, c'est cela. Nous devons concentrer nos énergies sur les gros poissons. Et nous attendons de nos partenaires dans les différentes régions du monde qu'ils fassent plus pour gérer la sécurité de leur propre région. Ainsi, chacun devra mener les guerres sur son territoire et non les États-Unis à la place des autres.
Par conséquent, les partenaires en Europe et en Asie de l'Est sont attendus à investir davantage et de renforcer vos propres armées et vos propres capacités afin que vous puissiez faire davantage pour votre propre sécurité. Je pense que c'est vraiment le bon moment. Cela peut aller de pair avec l'évolution de la réflexion stratégique d'Israël. Comme vous l'avez souligné, nous maintenons des zones tampons dans le sud de la Syrie parce que nous comprenons que nous devons conserver ces zones tampons pour notre sécurité. Certainement jusqu'à ce qu'un régime syrien soit véritablement stabilisé et engagé en faveur de la paix. Peut-être qu'il y aurait matière à discuter, mais je pense que c'est très clair. C'est la même chose même dans le sud du Liban, dans le contexte du cessez-le-feu très instable. Israël a toujours insisté pour conserver certaines zones stratégiques afin d'empêcher la reconstitution du Hezbollah. Nous exigeons qu'il n'y ait plus d'États satellites ou terroristes du Hamas à Gaza. Et nous verrons cependant comment cela sera mis en œuvre d'une manière ou d'une autre, mais l'accord de Trump s'engage à ce qu'il n'y ait pas de gouvernement du Hamas à Gaza. Donc Israël est actuellement, nous sommes toujours dans une zone tampon là-bas. Donc je pense que sous plusieurs aspects, Israël est en quelque sorte revenu à la doctrine de préemption de Ben-Gurion, à cette compréhension-là. L'importance de conquérir des territoires, de remporter de façon décisive les différents rounds de combat, et de ne pas permettre qu'un round soit simplement mené. En laissant nos ennemis debout, l'équilibre des forces n'a pas vraiment changé. Donc je pense que cela peut très bien aller de pair avec des États-Unis qui souhaitent que leurs alliés fassent plus pour leur propre sécurité, n'est-ce pas? Parce que si, comme je l'ai expliqué, le modèle actuel de financement, c'est en quelque sorte... Vous savez, on va vous donner plus de ressources, mais vous devez en quelque sorte vous retenir et abandonner du territoire. Eh bien, on peut inverser cela, n'est-ce pas? Ne nous donnez pas les ressources. Nous achèterons, vous savez, l'équipement dont nous avons besoin. Mais nous allons aussi être plus proactifs dans le maintien de nos zones tampons et de notre sécurité. Bien sûr, à long terme, ce type de stratégie, je crois, mène à plus de stabilité, n'est-ce pas? Et à moins de guerre, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous laissez vos ennemis voir que vous êtes en retraite et que vous êtes faible, cela conduit à plus de guerre. Être fort et projeter cette force fonctionne au Moyen-Orient, tout comme les États-Unis veulent le faire. Cela finira par stabiliser la région avec le temps. Et bien sûr, plus Israël agit avec force pour contenir l'Iran et, disons, pour contrer la tentative de l'Iran d'obtenir l'hégémonie régionale, ce qu'il a fait, il a déployé de grands efforts pour cela au cours des 2 dernières années, et bien sûr, il doit continuer dans cette voie. Alors, cela contribuera également à stabiliser la région sur le long terme. Mais tout cela repose sur la vigilance d'Israël et sur le fait qu'Israël continue de maintenir une armée forte dans toutes ses branches, agir au bon moment, de façon proactive et préventive, et de ne pas battre en retraite pour des bouts de papier ou même pour des promesses lors de retraits latéraux qui ont cédé des territoires à des organisations terroristes. Donc, si une partie de cette réorganisation du modèle signifie qu'Israël devrait prendre moins de ressources des États-Unis, je crois qu'aujourd'hui, comparé aux années 1970, la valeur financière de l'aide par rapport au produit intérieur brut d'Israël, c'est 0,7, ce qui signifie moins de 1% du produit intérieur brut d'Israël. Si vous regardez en termes de montant, c'est combien? Comparé au budget en shekels d'Israël, on parle de 2 à 3% du budget d'Israël. Un peu moins ces dernières années, car le budget pour financer la guerre a augmenté. Donc vous savez, bien sûr, c'est un coût, c'est une somme d'argent importante. Ce n'est pas la même chose. Israël n'est plus dans la même position qu'il était dans les années 1970 ou les années 1980 ou dans les années 90 ou à aucun autre moment auparavant. Et cette compréhension que, d'accord, si nous devons financer nos propres achats, alors finançons nos propres achats et recommençons, et aussi. Mais utilisons cela comme une opportunité de remodeler la coopération d'une manière plus mutuelle et plus bénéfique. Mais cela soutient aussi en quelque sorte le changement d'Israël et sa nouvelle ancienne doctrine de sécurité. Israël doit aussi se réveiller. C'est comme un homme avec une petite boutique de fruits dans les années 1950 qui ne réalise pas que son quartier change. Il vend toujours les mêmes fruits alors qu'il y a des métros, des avions et d'immenses gratte-ciel tout autour de lui. On dirait qu'on est encore dans ce modèle dépassé et qu'on n'a pas forcément complètement rattrapé le retard pour l'instant. Pourquoi ce que vous dites a-t-il autant de sens?
Si moins de 1% du produit intérieur brut d'Israël explique cela aujourd'hui, United States Agency for International Development. Et c'est significatif, je vous l'accorde, mais ce n'est pas 10 ou 20% comme dans les années 1970. Pourquoi ne nous tournons-nous pas simplement vers l'Amérique en disant « Merci beaucoup pour votre soutien ». Nous n'avons plus besoin de charité, c'est ce dont il s'agit vraiment. Nous voulons établir un partenariat. Pourquoi ne pas commencer dès demain? Tout d'abord, ces choses ont été verrouillées et la majorité des fonds du protocole d'accord de 10 ans ont déjà été attribués. Bien sûr, la guerre de ces 2 dernières années a été un lourd fardeau économique. Israël, tel quel, investit entre 4 et 5% de son produit intérieur brut dans la sécurité, ce qui est l'un des taux les plus élevés parmi les pays occidentaux avancés. Israël porte un lourd fardeau économique lié à la sécurité, surtout ces 2 dernières années. Il sera également nécessaire de continuer à investir pour reconstruire les forces de défense israéliennes après avoir épuisé une grande partie de leur puissance usée par l'usure et la terreur dans l'ensemble de leurs branches. Ainsi, bientôt, un lourd fardeau économique et militaire devra être supporté pour la reconstruction. Les branches des forces de défense israéliennes qui avaient en quelque sorte été laissées à s'ossifier au cours des 20 dernières années également. Donc, nous envisageons une perspective d'investissement très importante et c'est l'une des raisons. Aussi, nous étions vraiment, en quelque sorte, très occupés simplement à essayer de ne pas perdre la guerre au cours des 2 dernières années. Et maintenant, en quelque sorte, les cartes commencent à tomber et nous sommes vraiment en mesure de réévaluer et de regarder la prochaine étape. Le protocole d'accord actuel se termine en 2028. Beaucoup de choses sont déjà en place. C'est donc le moment. Et ce sont de grandes questions et des enjeux importants. Elles doivent être discutées en détail entre les 2 branches exécutives. Parvenir à de nouveaux accords qui soient également à long terme, qui ne changeraient pas complètement d'une extrémité à l'autre. Nous devons nous engager sur la voie d'un nouveau modèle et le mettre en œuvre. Avoir, vous savez, un dialogue avec les États-Unis d'une manière qui préserve les aspects positifs de la coopération actuelle, tout en rénovant, vous savez, les éléments qui vous voyez. Les subventions et la charité ne sont peut-être pas nécessaires ou simplement dépassées, n'est-ce pas? Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est compris. Je pense que c'est compris, comme je l'ai dit, bien plus maintenant qu'auparavant. Autant au sein de la bureaucratie et de l'appareil de sécurité qu'au sein de la direction politique d'Israël. Et vous pouvez le constater, ce n'est évidemment pas moi qui le dis. Il y a eu récemment des rapports, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis a dit quelque chose dans ce sens ces dernières semaines. Il y a eu des rapports ces dernières semaines en citant également Ron Dermer, donc cela va dans ce sens. Et évidemment, cela va de pair avec les priorités de l'administration américaine. Donc, je pense vraiment qu'il est temps d'adopter un nouveau modèle. Je pense aussi que c'est maintenant à Israël d'initier cela et de le faire avancer. Alors que nous avons aussi une administration américaine qui est fondamentalement pro-Israël et qui souhaite également voir un Israël fort, même si elle veut aussi le voir devenir plus indépendant. Je veux dire, c'est maintenant le moment de venir, d'initier et de retravailler ce modèle avant que, vous savez, peut-être dans 4 ans, nous aurons une attitude différente au Congrès, à la Maison-Blanche, et peut-être que nous n'aurons pas les mêmes opportunités de, en quelque sorte, refaçonner le modèle. Dans un cadre positif et mutuellement bénéfique, Nous avons assisté à cela dès la première administration de Donald Trump. Israël a reçu de nombreux cadeaux, notamment militaires, ainsi que de l'aide et des partenariats. Dès l'arrivée de l'administration Biden, nous avons vu à quelle vitesse cela s'est passé, même si ce n'était pas immédiat. Mais que faire si le président des États-Unis coupe ce robinet? Nous serions alors dans une situation difficile. En réalité, il avait déjà fermé avant le 7 octobre, non? Il nous manquait ici des armements essentiels. Mais nous avons vu à quelle vitesse tous ces cadeaux ont disparu et nous nous sommes retrouvés démunis. Avec cette administration, je veux approfondir ce point juste une minute. Nous pouvions soit continuer à recevoir des cadeaux, soit élaborer un protocole d'accord. Exactement comme vous le dites, de la part d'un président qui veut un allié israélien indépendant au Moyen-Orient. Encore une fois, c'est ainsi qu'il le voit. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne le voit pas, aux États-Unis. Nous avons détruit le réacteur nucléaire irako-syrien, évitant peut-être une guerre. Nous avons neutralisé l'Iran pendant 11 jours et demi jusqu'à ce que les États-Unis interviennent et je leur en suis très reconnaissant. Pour les 12 dernières heures, ils ont largué plusieurs bombes perforantes. Mais nous avions des bombes anti-bunker et perforantes, mais nous avions déjà affaibli et détruit une grande partie de leur défense antimissiles au prix de grands risques.
S'il l'obtient et que c'est le moment pour le mou, donne-moi quelques ingrédients de cette recette qui, selon toi, devraient y figurer. D'accord? Donc l'une d'elles est l'idée de progressivité, c'est-à-dire que je pense qu'il vaudrait mieux avoir une suppression progressive plutôt qu'une coupure brutale. C'est simplement parce que, vous savez, comme pour un toxicomane, il vaut mieux le sevrer progressivement que de tout arrêter d'un coup. Il suffit d'arrêter les processus des deux côtés, ceux d'Israël et les achats de Tsahal qui sont déjà en cours. Vous savez, dans la perspective de 5 à 10 ans et la façon dont le système a fonctionné jusqu'à présent, il faut que ça change, il faut qu'ils évoluent. Et si nous voulons faire cela d'une manière qui renforce Israël et qui le mette aussi sur la voie de l'indépendance, je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit fait progressivement. Donc, c'est un des éléments. L'essentiel, c'est que la durée, 5 ans, 10 ans ou plus, soit clairement précisée par écrit. Les subventions doivent disparaître à la fin, c'est l'essentiel. Une transition est acceptable. C'est une question de tactique, c'est le cadre général et ce qu'il reste à faire, non? Nous pourrions donc aussi avoir un accord pour un réapprovisionnement prioritaire mutuel pour diverses choses. Ce que les États-Unis donnent à Israël ou nous permettent d'acheter avec les bons lui assure aussi un approvisionnement prioritaire. Nous devrions maintenir cela, c'est juste une décision politique sans raison. Et aussi en échange dans le cadre du modèle mutuel. Israël vend divers systèmes aux États-Unis, ce qui devrait figurer comme garantie mutuelle de priorité et de réapprovisionnement pour tous les systèmes que nous achetons. Ce n'est pas aussi important que les plateformes de chasseurs, mais il y a divers éléments et équipements qu'Israël envoie aux États-Unis. Il devrait aussi s'engager à garantir cela. Nous devrions également développer le cadre actuel de la BMD, c'est-à-dire le cadre de défense antimissile. C'est déjà davantage un cadre mutuel où les États-Unis investissent plus d'argent, mais c'est un investissement et une contribution. Ce sont des technologies développées conjointement, surtout par Israël, coproduites, mais principalement fabriquées aux États-Unis. Et donc, c'est un cadre qui pourrait être reproduit ailleurs. Différents éléments dans lesquels Israël a un avantage relatif, comme la cybersécurité. Défense antimissile balistiques innovantes, dont les lasers. Peut-être la défense antimissile balistique. Oui, la DAB, la défense antimissile balistique, l'intelligence artificielle quantique, toutes ces sortes de choses. Toutes celles-ci sur le plan technologique. Nous pourrions avoir des fonds de coopération similaires avec un retour sur investissement clair pour chaque dollar américain investi. Et cela aiderait également Israël à financer et à lui fournir des fonds pour faire ce dans quoi il excelle, c'est-à-dire innover et proposer de nouvelles idées et de nouvelles technologies, et donc cela pourrait aussi être bénéfique. Vous pourriez également avoir... Il y a aussi une limite, car Israël souhaite parfois développer seul certaines choses et ne pas partager la propriété intellectuelle afin de ne pas dépendre d'une approbation pour vendre à des tiers. Je souhaite qu'Israël développe ses exportations, notamment de défense, et qu'on facilite cela par différentes mesures. Donc, je pense que c'est aussi une voie très bénéfique pour les deux parties qu'Israël cherchera à explorer. Comment cela peut aider les États-Unis? Des alliés dans d'autres parties du monde, en l'aidant, en lui vendant de nouvelles technologies dont il pourrait avoir besoin. Nous parlions bien de l'Asie de l'Est et des alliés des États-Unis dans cette région, qui pourraient profiter du savoir-faire et de la technologie de défense israélien, qu'Israël serait aussi ravi d'élargir et de vendre. Donc c'est une façon pour Israël de fournir et de former d'autres armées dans le monde. À d'autres armées, Les alliés des États-Unis autour des États-Unis. des alliés partout dans le monde. En fait, cela évite aux États-Unis d'avoir à intervenir dans ces régions, n'est-ce pas? On renforce tout le concept d'alliés, Absolument. aussi bien en Europe. Oui, je veux dire, Israël devient un allié plus fort au Moyen-Orient et s'intègre mieux aux priorités stratégiques des États-Unis, ce qui les favorise. Cela ouvre aussi de nouveaux marchés pour les exportations israéliennes, apportant plus de revenus. Ce qui nous permettra en quelque sorte de nous détacher et de remplacer l'argent dont nous avons besoin pour investir notre propre argent, parce que nous allons acheter notre propre équipement. je veux te soumettre quelque chose aujourd'hui. Avant que nous commencions, je t'ai envoyé l'article qu'Israël a annoncé soudainement aujourd'hui. Le ministère de la Défense a annoncé qu'il allait acheter des fusils d'assaut M4 aux États-Unis. Et c'est le même ministère de la Défense qui, il y a 2 ans, en décembre 2023, après le début de la guerre, a déclaré:
Nous avons en quelque sorte cessé d'acheter ces fusils d'assaut aux États-Unis. Nous devons financer la production nationale, pas de grandes plateformes, d'avions ou de choses très complexes, mais des balles, des bombes, des armes. Si nous le faisons encore et que nous prenons cette décision maintenant et qu'on est en 2025, on revient déjà un peu sur cette affirmation. D'accord, mais il faut qu'on soit indépendant. Non, on va retourner acheter aux États-Unis. Que se passe-t-il ici? S'agit-il d'un problème psychologique ou pratique? Pourquoi ne pouvons-nous pas ou pourrons-nous avancer avec ce que tu dis? Raphaël, oui. Non, je pense que quels que soient les petits accords sur les armes à feu qui ont été envoyés, ce n'est pas important. Les gros chiffres, ce n'est pas là qu'il y a le gros argent. Qu'est-ce qu'Israël fait? Israël a déjà pris la décision de reconstruire sa propre production nationale de munitions et il est en train de mettre cela en œuvre. C'est un processus qui prend 1 an ou 2, même dans le meilleur des cas. Je pense que c'est surtout pour les munitions. Oublions les plateformes de chasseurs à réaction. Il comprend qu'Israël et sa direction doivent être indépendants et il agira ainsi. Et ce faisant, c'est aussi une façon supplémentaire de renforcer les éléments mutuels dans la coopération. Actuellement, les États-Unis savent qu'il y a un manque mondial de capacité de production de munitions. Les États-Unis eux-mêmes le reconnaissent. Ils n'ont pas autant de capacité, pas autant de munitions qu'ils le souhaiteraient, surtout après en avoir envoyé beaucoup dans le conflit en Ukraine. Alors, que pensez-vous de cette idée? Israël, vous savez, va déjà essayer de produire ses propres munitions. La limite dépend de la quantité que Tsahal peut recevoir, car une fois réapprovisionné, Tsahal en profite. Eh bien, nous allons continuer à acheter. Bien sûr, dans une certaine mesure, il faut continuer à acheter pour maintenir les chaînes de production, mais à un moment donné, ce n'est plus économiquement viable. Que devrait-il faire? Israël peut proposer de vendre son propre surplus ou une certaine quantité aux États-Unis ou faire en quelque sorte partie de la capacité globale de production de défense des États-Unis. À l'échelle mondiale, cela assurerait un approvisionnement des États-Unis et permettrait de vendre à d'autres partenaires. Ainsi, cela sert aussi les intérêts stratégiques des États-Unis et atténue ce problème économique. Si nous avons déjà vendu à Tsahal tout ce dont elle a besoin, alors exportons. Alors nous pouvons l'exporter et continuer sur les lignes de production. Bien sûr, pour le moment, nous sommes très loin de répondre aux besoins de Tsahal, mais je me place dans une perspective de 5 à 10 ans. Je pense que nous avons pris cette direction. Nous devrions chercher à faire cela avec d'autres éléments, pas seulement les munitions, mais aussi d'autres besoins d'Israël. Je veux attirer le véritable public de l'Est, je veux les attirer vers le site web de Miskov, où tu as en fait publié des articles incroyables à ce sujet, Raphaël, à la fois en hébreu mais aussi en anglais, qui sont brillants. Je pense que le président Trump et le premier ministre ont peut-être lu ton article de 2024, Raphaël, sur les intérêts stratégiques d'Israël et ce que les États-Unis devraient faire pour renforcer Israël face à l'Iran. Je pense qu'ils ont lu ton article, on dirait qu'ils l'ont plutôt bien mis en œuvre. Donc, quelles que soient tes réflexions actuelles, mets-les dans le prochain article à paraître. Assure-toi qu'ils parviennent aux mêmes personnes avec qui tu travailles. Eh bien, j'y travaille. Et je pense vraiment que c'est une période unique où nous sommes en position de refonder la relation d'une manière qui renforce les liens entre les pays, mais aussi de la moderniser et de la placer sur une nouvelle base. C'est le bon rééquilibrage. Raphaël, merci sincèrement. Je t'appelle Raphaël car tu es un ami cher. Merci, Dr Ben Levy, de nous avoir rejoints. C'était très instructif et j'aimerais te revoir après la publication de ta prochaine recherche. Et parce que je pense vraiment que tu comprends non seulement concrètement où Israël doit aller, mais aussi en créant l'autosuffisance, tu comprends également la fierté israélienne. Un sentiment de fierté intérieure sans arrogance quand nous n'acceptons pas de cadeaux ni de charité, mais sommes partenaires avec l'une des plus grandes superpuissances autour de la table. Alors merci de nous avoir donné non seulement le côté pratique, mais aussi l'esprit de tout ce qui se passe. Merci encore, Doran.